On est sauvés. Donc, chers toutes et tous, je vous informe qu'on enregistre. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez flouter enlever la vidéo pour vous. Et donc, voilà. J'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Emmanuelle Delrieux, autrice de Comment garder les pieds sur terre quand tout fout le camp, et Estelle Renaudot, autrice de Du Burnout au Light-In. Et j'ai trouvé que leurs approches avaient pas mal de concordances, donc j'ai suggéré un dialogue entre elles ce soir. Donc, je vais, tout en acceptant les nouveaux venus, je vais vous proposer peut-être de présenter un petit peu votre approche et puis ensuite de commencer un dialogue à trois. Avec plaisir. Et vous tous les participantes et participants, je vous suggère pour l'instant de couper vos micros et puis au bout d'un moment, on vous invitera à participer. Donc là, vous pourrez les rouvrir, comme ça évite les parasites. Merci et allons-y. Emmanuelle, tu commences? J'allais te le proposer, mais ok. Merci Estelle. Ok, donc Emmanuelle Delrieux, moi je suis psychologue et éco-psychologue. L'éco-psychologie, c'est un vaste champ transdisciplinaire qui m'est tombé dessus il y a 6 ans. Et on va dire que c'est par cette porte-là que j'ai décidé de travailler sur le burn-out. Donc moi, j'accompagne des personnes en burn-out depuis plus d'une décennie. Et j'en suis venue à me rendre compte que le vécu du burn-out de mes patients correspondait à ce que la Terre était en train de vivre aussi en burn-out. Et c'est comme ça que j'en suis venue à proposer vraiment un travail de compréhension dans les profondeurs de pourquoi en fait on était en burn-out, comment notre société, comment notre Terre aussi était en burn-out. Et bien sûr, quelles sont les clés, les étapes pour pouvoir aller guérir et transformer ce burn-out en des ressources et en des paradigmes médecine. Voilà, j'ai fait court. Je t'en prie, Estelle. Bravo. Oui, alors moi, contrairement à Emmanuelle, je ne suis pas psychologue ni même thérapeute. Et lorsque j'ai vécu un burn-out, c'était une époque où j'étais, et je suis toujours entrepreneur, dans le milieu des nouvelles technologies, des startups et de l'innovation. Et à cette époque-là, je vivais donc au Brésil, où je suis aujourd'hui en home working, puisque mon mari est brésilien. Et donc, j'étais passionnée par ce que je faisais. Et quand j'ai vécu cet effondrement brutal, grave, puisque j'ai passé plusieurs années couchée sans pouvoir parler à cause du manque d'énergie que je vivais, je n'ai pas compris et j'ai voulu comprendre. Alors, voilà, j'ai vraiment commencé à écrire et l'écriture a été une vraie thérapie parce que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait des causes individuelles au burn-out, mais également des causes au niveau collectif. Et on n'est pas tout seul à faire un burn-out. On fait un burn-out dans un modèle de société, dans une société donc, qui nous entoure. Et surtout, j'ai été interpellée par le fait que d'autres personnes qui avaient la même vie que moi n'avaient, elles, pas fait de burn-out. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser. Je voudrais comprendre quel est le mécanisme qui a fait que je me suis effondrée et pas eux. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur le modèle de société dans lequel on inscrit son œuvre, son travail. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y a vraiment non seulement des burn-out individuels, mais un burn-out de société qui a vraiment commencé à montrer son vrai visage au moment du Covid. Et ça a été assez intéressant parce que j'ai finalisé cette partie-là au moment du confinement. Donc, c'était waouh, tout sort et les gens vont comprendre à travers leur expérience ce dont on parle. Voilà, donc c'est un petit peu cette expérience, plus de vécu en direct. Moi, j'ai été touchée quand j'ai lu ton livre, Estelle, et ce que tu es en train de poser. Parce que en psychologie, en tout cas tel que dans nos études on
on l'étudie. On va avoir quelques concepts à droite à gauche qui expliquent effectivement que les souffrances de l'individu sont aussi peut-être le reflet parfois du culturel ou du social dans lequel on vit. Mais en fait, j'ai été vraiment touchée par la démarche proactive et de tissage fin que tu as fait entre ce que tu vivais dans ton burn-out et la réflexion que tu as eue sur cette société pathogène et comment cette société pathogène en vient en fait à créer des burn-out individuels, mais aussi un burn-out collectif. Et ça rejoint un peu ce que Paul Hilleman disait et Ventura sur le fait que c'est nos sociétés pathogènes qui créent des maux. Et est-ce que ça te tirait justement peut-être de présenter ton livre et ton approche, parce qu'il y a vraiment quelque chose de complémentaire dans nos deux approches, et de pouvoir expliquer ce que toi, tu as trouvé comme lien, tu vois, par rapport à cette société en burn-out. Oui, bien sûr. Alors, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a une phrase qui dit comment être en bonne santé dans un monde malade. Et je pense que c'est un petit peu ça qui explique que notre société est en burn-out. Donc, comment être épanoui dans un monde en burn-out, c'est pas possible. Alors, pour pouvoir vraiment comprendre, qu'est-ce qui était à la racine du burn-out, parce qu'on nous donne tout un tas de raisons qui sont justes, que tu décris aussi très bien dans ton livre, qui vont être qu'on travaille plus qu'avant, on a moins de vie privée à cause de tous les objets du type téléphone portable qui font que nous sommes connectés jour et nuit, week-end et tout le temps. Donc tout ça, c'est vrai. Mais ça n'a pas été suffisant pour moi. Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qui était à la base de la racine du burn-out, et j'ai trouvé que c'était tout simplement l'incohérence. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai développé ce que j'ai appelé la fleur de l'être, qui est un modèle avec les différents piliers de l'être. Donc, on va avoir le corps physique qui apporte un équilibre immunitaire, la vie privée qui va apporter un équilibre émotionnel, la vie professionnelle qui apporte l'équilibre financier, et j'ai appelé ça l'épanouissement personnel qui va apporter un équilibre un peu plus spirituel. Et au milieu se trouve l'être, le cœur de l'être. Et donc, chacun de ces piliers de notre vie sont en cohérence ou en incohérence selon les moments. On peut se casser une jambe, temporairement, le pilier du corps physique va être un peu déstabilisé, mais la résilience de nos vies fait que on se réharmonise. Sauf que quand on commence à aller dans cette voie du burn-out, les piliers vont commencer à être gagnés par l'incohérence. Gagné par l'incohérence petit à petit, et on va passer de l'harmonie et de la synchronicité au doute, puis on va passer à la frustration. De la frustration, on va arriver, on est passé par le manque, donc c'est harmonie, manque, frustration, doute, et là, entre le doute, on est déjà dans l'état de burn-out, et on va arriver à l'état de perte de sens. Et c'est quand on est dans cet état de perte de sens en tant qu'individu qu'on est dans l'état de burn-out grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un burn-out, ça demande à peu près 3 ans d'incapacité de travail selon les statistiques de l'assurance maladie. Donc, c'est long. C'est pas, oui, j'ai fait un burn-out, je suis restée 15 jours chez moi. Ça, c'est des alertes. Donc, un burn-out, ça demande vraiment des années. Et pendant ce processus-là, j'ai vraiment pu commencer à créer des liens, en fait, entre cette fleur de l'être, entre ce mécanisme qui a fait qu'à un moment de ma vie, j'étais dans la cohérence parce que moi, je croyais en ce que je faisais. J'étais entrepreneur, je voulais changer le monde grâce à la technologie. Et finalement, je me suis fait attraper dans un paradigme qui n'était pas en cohérence avec mes valeurs. Mais et si je peux me permettre, Estelle, d'ailleurs, tu avais eu une alerte toi-même. Voilà, j'avais eu une alerte. J'avais passé 3 semaines couchée avec des douleurs insoutenables. On m'avait dit oui, c'est le stress, et j'avais cru que c'était un burn-out. Donc je m'étais dit, j'ai fait un burn-out. Et 2 ans plus tard, je me suis effondrée à nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé à percevoir que dans le monde spécifique des startups que je connaissais, il y avait des incohérences parce que voilà, on nous demandait de réinventer le monde, mais en même temps, on cherchait des investisseurs, on ne trouvait pas d'investisseurs. Quand on trouvait de potentiels investisseurs, ils nous demandaient de tout modifier dans notre projet. Parfois, ce n'était pas forcément très éthique, et souvent, ça n'avait plus rien à voir avec notre idée de départ. Donc, si on ne le faisait pas, on n'avait pas d'argent. Donc, si on le faisait... Et donc, il y avait tout ça que je m'étais dit, oh là là,
il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malgré ça, je ne m'étais pas rendu compte vraiment qu'il y avait ce paradigme qui nous menait à l'épuisement et qui était plus fort que moi. Parce que je pensais que comme moi j'étais authentique, sincère et bien, voilà, bien, enfin, pleine de bonne volonté, j'allais pouvoir changer le modèle. Et ça, c'est une grosse erreur et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs des personnes qui, encore aujourd'hui, affrontent le modèle et sont dans la résistance. Le modèle, le paradigme que j'ai nommé le paradigme technologique, parce que ça suit la logique de la technologie, il est plus fort que nous. Donc c'est important de comprendre que, heureusement, il y a deux modèles de société. Il y a l'ancien modèle, qui est la société technologique, qui suit le paradigme de la logique de la technologie, et il y a un nouveau modèle qui est émergent, qui est celui de la biologique, qui suit la logique du vivant. Et c'est celui qu'Emmanuelle connaît aussi très bien, elle a beaucoup étudié, elle en parle aussi dans son livre. Et donc, voilà, moi j'étais bloquée dans le premier modèle parce que je n'avais pas suffisamment conscience et connaissance du second modèle, et surtout parce que finalement, j'ai été prise dans ces sirènes du « on va changer le monde avec la technologie ». Parce que j'ai vécu dans la Silicon Valley, j'ai été choisie parmi des centaines de personnes dans le monde pour faire partie d'un programme des leaders qui allaient changer le monde grâce aux technologies exponentielles. Donc, c'est dans une université qui s'appelle la Singularity University, qui a été créée par Ray Kurzweil, par j'ai oublié son nom, le directeur de l'intelligence artificielle de Google, non, c'est Ray Kurzweil, par Peter Diamandis, c'est par la NASA, et donc, bien évidemment qu'ils m'ont séduit. Ils m'ont séduit en disant on va changer le monde, mais on n'a rien changé du tout. On n'a rien changé du tout, si ce n'est qu'ils ont gagné plus d'argent et nous, tous, on s'est appauvris. Mais ça, j'en avais pas suffisamment confiance parce que moi, je voulais faire des choses bien. Voilà, donc après, heureusement, j'ai pu, pendant mon livre, explorer et comprendre. Quand on est en burn-out, on est un peu comme un légume, hein. On est un légume toute la journée. Moi, j'ai eu la chance d'être en pleine nature et de me reconnecter avec ce vivant, de me reconnecter à cette force, à cette abondance qui nous entoure et de pouvoir définir un petit peu cette société biologique qui a différents piliers. Et je vais juste terminer là-dessus pour pouvoir donner après la parole à Emmanuelle. Mais voilà, donc comme nous, en fait, les sociétés, les paradigmes de société ont des piliers. Et donc, ce qui va caractériser la société technologique, ça va être un pilier de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça sert à tuer tous les petits entrepreneurs comme nous. Dans mon livre, je donne des exemples très, très, très concrets et très personnels. L'autre pilier de la société technologique, c'est l'obéissance et l'inhibition d'action. On obéit de force ou de gré. Aujourd'hui, on est soumis à tout un tas de technologies, on ne peut plus rien faire. On est vraiment dans l'obéissance. C'est une société dont le pilier est aussi la consommation et la production de masse. On crée des consommateurs. Donc, on nous oblige de différentes manières à consommer et de consommer de la masse. Donc, pas forcément ce qui nous convient, mais ce que eux veulent produire, parce qu'on va avoir aussi la standardisation et la robotisation. Donc, on va avoir différentes forces dans cette société qui sont la croissance matérielle, l'argent, le pouvoir, le contrôle et la compétition. Tout ça, ce sont les mots-clés de la société technologique. Et en parallèle, on va avoir la société biologique qui, elle, va aller vers l'intelligence collective, l'intérêt général, l'écodiversité, le biomimétisme, la décroissance heureuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, décroissance heureuse? Ça veut dire travailler moins et vivre plus pour moi. Et puis, on va aller aussi vers la consommation et la créativité, ce qui va nous apporter des courants comme la croissance personnelle, le temps va remplacer l'argent, la coopération va remplacer la compétition et l'autonomie remplace le contrôle. Et donc voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai pu percevoir et mon analyse est qu'en ce moment, nous sommes vraiment dans cette phase de transition qui n'est pas simple pour tout le monde, ni même pour moi, parce que vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, quand on a été formaté dans un modèle de société, avant de pouvoir être complètement dans l'autre, ça demande parfois des allers-retours. Voilà ce que... Allez, à toi, Emmanuel. Merci Estelle. Je suis touchée par ce que tu poses. Ok. En fait, j'ai envie de commencer peut-être par ce que tu poses et qui me touche.
Par exemple, hier, j'ai un patient en burn-out qui était en train de me témoigner. Elle est dans la 4e phase du burn-out. Donc moi, je suis un peu une chercheuse, donc j'avais besoin de capter des régularités. J'ai vu des régularités traverser dans le burn-out des personnes en fait qui traversent en 5 étapes le burn-out. Et la 4e étape, je reviendrai sur les étapes tout à l'heure, mais la 4e étape, elle est un peu particulière et c'est exactement ce que tu poses, Estelle. Je trouve ça énorme. C'est ce que sur le plan économique, on appelle l'effet rebond. C'est la 4e étape, c'est après l'étape de régénération, qui est l'étape 3, le corps redonne de l'énergie, retrouve de l'énergie. Et cette étape, elle est hyper charnière dans le burn-out, puisque c'est un moment où le corps vient tester. Est-ce que cette énergie que je te donne, tu vas l'utiliser comme avant? Auquel cas, tu es sûr que tu n'iras pas à la 5e étape, tu vas faire un bon retour en arrière vers l'étape 2 ou l'étape 3 parce qu'il n'y a pas le choix que de se transformer. Ou est-ce que tu as bien compris qu'en fait, l'énergie qui est délivrée doit continuer à servir la transformation, la transition vers des nouveaux paradigmes. Et elle n'est pas évidente, cette étape-là. Et ça me touche, en fait, dans ce que tu témoignes, Estelle, parce que cet effet rebond, les patients et les personnes le vivent tant sur le plan individuel avec leur corps que sur le plan, bien sûr, social ou organisationnel. On retrouve vraiment ces mêmes effets. Et du coup, par rapport au burn-out, tout à l'heure, tu posais le besoin de comprendre les causes et je crois que c'est un peu ce qui nous anime aussi toutes les deux. Et lorsque, du coup, j'observais mes patients en burn-out, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi les causes au-delà des causes individuelles? Qu'est-ce qui se passe? Et en cherchant, j'ai pu observer ce que tu as posé, Estelle. Et moi, c'est ce que j'ai appelé la roue médecine de l'écopsychologie. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 gros paradigmes fondateurs de notre société occidentale et capitaliste qui sont pour moi à l'origine de la génération du burn-out et de la Terre et des humains. Et le paradigme, le premier, c'est celui du dualisme et du mécanisme de Descartes, qui du coup, avec ce mécanisme, a donné aussi ce que tu poses en fait, Estelle, c'est-à-dire ce paradigme technologique qu'on connaît sur le plan de l'histoire avec les révolutions industrielles. Et ce paradigme du dualisme, c'est le fait d'être dans sa tête et d'être coupé de ses émotions et de son ressenti corporel. Le corps n'est plus qu'une machine qui se met au service d'un mental ou d'un esprit tout-puissant. Et d'ailleurs, ce mot de tout-puissant, je l'entends souvent en fait chez mes patients en disant « Oh là là, mais là, j'ai une perte de puissance, mais comment je vais faire en fait ?» Parce que le corps, un burn-out, c'est quoi? C'est le corps, il dit « Là, je reprends le réseau d'énergie en main parce que tu fais n'importe quoi. » Le corps dit « Stop, en fait, tu fais comme les 2% les plus riches de la planète, tu ponctionnes 98% de notre énergie sans rien demander. » Et donc, le corps en burn-out, il fait stop. Il reprend ce réseau d'énergie en main. Et c'est hyper dur pour les personnes qui se sont construites avec un modèle d'un paradigme dualisme. Parce que ce qu'on pose, c'est que ces paradigmes sociaux sont des paradigmes qu'on assimile dans notre rapport à nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le burn-out, c'est que les transformations qui se font avec un burn-out sur le plan individuel sont des transformations aussi qui se font sur le plan social, obligatoirement. Parce que quand je demande aux personnes quel est votre rapport entre le corps et l'esprit? Le corps, c'est quoi pour vous? Et que les gens me disent c'est un truc, voilà, il faut que ce soit en forme, il faut que ça fasse ce que je veux. Ok, on est dans une conception dualiste. Du coup, le dualisme, ce n'est pas qu'une abstraction philosophique qu'on a appris en terminale. C'est devenu une réalité corporelle. Ça, c'est le premier paradigme. Le deuxième paradigme, c'est celui de la réification. Celui qu'on voit aussi du coup dans le paradigme de la technologie, c'est le fait de mettre le vivant à l'état d'objet et dessus exercer du pouvoir. Que ce soit zombifier, exploiter, pomper l'énergie, violer, piller. Et c'est ce que notre société a fait dans l'histoire récente, en tout cas, voilà, en parlant que ce soit de la colonisation, que ce soit de l'ère industrielle, que ce soit à l'heure actuelle. C'est ce que les femmes, c'est ce que les enfants, c'est ce que la Terre vit. En fait, c'est l'extraction des ressources sous couvert que
ce sont des objets. Et là, je sais pas, je peux penser très bien au Code noir qui a été écrit au XVIIe siècle et où dedans, on a un article qui dit oui, une personne, on ne dit même pas une personne noire, un esclave noir a le même, est comme un meuble. Voilà. Et c'est pas un être humain. Donc à partir de là, on peut en faire ce qu'on veut. Et ce paradigme de réification, ce n'est pas qu'un concept. C'est-à-dire que certes, on le fait à l'extérieur, mais en fait, on le fait avec nous-mêmes. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des patients qui sont en burn-out parce que elles ou ils ne savent pas dire non. Ils, elles, ne savent pas poser des limites. Ils, elles, depuis qu'ils sont enfants, se font réifier. Donc, c'est normal de se faire pomper, exploiter sans rien dire. Le quatrième paradigme, c'est celui du paradigme des ressources illimitées et inépuisables que Jean-Baptiste Say a posé au XVIIe, c'est un économiste, en disant en fait la Terre est une ressource inépuisable et en abondance à souhait qui se renouvelle. Donc allons-y, exploitons-la. Cette manière de concevoir les ressources, encore une fois, n'est pas qu'une conception extérieure et conceptuelle. On le fait avec nous-mêmes, dans le rapport à notre propre corps. Et là, moi, j'ai des patients en burn-out qui me disent « Ah bon, mais moi, je pensais que si je dormais un petit peu, là, 15 jours, ça allait aller mieux. » Mais non, en fait, là, tu as bousillé toutes les ressources de ton corps, donc c'est pas en 15 jours que tu vas te régénérer. Et tu l'as très bien dit, Estelle. Le burn-out, il faut 3 ans pour s'en remettre. Minimum. Minimum. Un vrai. Exactement. Enfin, un vrai, en tout cas. Un grave. Un grave, c'est ce que tu as vécu. Mais effectivement, ça prend du temps, d'accord, de se régénérer dans ses ressources. Et du coup, ce paradigme destructeur, eh bien, on se l'applique à nous-mêmes et c'est comme ça aussi également qu'on tombe en burn-out. Mais toute notre société est fondée là-dessus. Donc, c'est normal qu'on construise notre relation à nous-mêmes et notre relation à notre corps de cette manière. C'est cette manière de consommer l'énergie. Et enfin, le cinquième et dernier paradigme que j'ai identifié, c'est celui du rapport au temps, qui est un rapport au temps linéaire et productiviste, qui génère inexorablement du stress. Et on voit un stress complet sur le vivant, d'accord, avec la perte de la biodiversité, avec ce que tu as posé aussi, Estelle, qui là correspond plus au paradigme de réification, le fait de faire de la monoculture, de la normalisation. On a une perte complète de la biodiversité et des vivants, mais aussi une perte de la biodiversité culturelle et d'expression d'êtres vivants et humains au monde. Et donc, pour en revenir sur le stress, on se retrouve avec des personnes en burn-out parce que leur système nerveux est sans dessus-dessous. On a un système sympathique qui est suractivé et un système parasympathique déploré. Et ce paradigme du stress linéaire et productiviste a oublié un essentiel dans le stress, c'est que quand on vit un stress qui est normal, normalement, et tous les animaux font ça, le stresseur arrive, on envoie plein d'énergie pour répondre. Et une fois qu'on a répondu, qu'est-ce qu'on fait? On se régénère. Moi, j'ai jamais vu un chat chasser la souris, prendre la souris, la manger et repartir chasser. Non, 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 non. Il chasse sa souris. Des fois même, il dort avant de la manger parce que c'était fatigant. Et après, il la mange. Et peut-être il redort parce que c'était fatigant aussi, l'activité de manger. On est les seuls sur cette terre vivant à oublier ce principe de régénération. Mais pas étonnant, en fait, qu'on tombe en burn-out. Parce que nos systèmes nerveux n'en peuvent plus. Et donc, quand on prend ces 5 paradigmes destructeurs du vivant, que l'on applique à la terre-mère, à nos océans, à nos mers, mais qu'on applique à notre propre corps, le lien, l'interdépendance de ce lien est directe. Et ça, c'était ça qui m'intéressait vraiment d'aller comprendre dans le burn-out. Et du coup, avec mes patients, ou en tout cas avec les personnes que j'accompagne, ou les groupes, il y a vraiment cette prise de conscience de l'intimité relationnelle entre ce que l'on fait subir à la Terre et le pourquoi on en est là à ce point de destruction, et ce qu'on se fait subir à soi, à l'intérieur, là, dans nos propres ressources internes. Et du coup, dans ce travail de recherche, il y avait l'objectif aussi derrière d'aider les personnes à comprendre que la transition qu'apporte le burn-out, c'est-à-dire il y a un avant, il y a un après. Et c'est ce que tu posais, Estelle. L'après, ce n'est plus possible de faire comme avant. Et l'après, c'est une transformation de paradigme. C'est aller vers ce que j'appelle les paradigmes médecine. Et tu les as évoqués, Estelle. La sobriété joyeuse, le temps cyclique et naturel,
on revient à un temps, en fait, qui est celui du corps, celui du système nerveux. On replace la régénération au bon endroit après les activités, ce qui est normal, en fait, et naturel. Ça va être le paradigme de l'interdépendance et de la complexité des différents êtres vivants, le paradigme de l'unification. Et puis, pour moi, parce que je suis soignante, le plus essentiel, le paradigme du prendre soin. Et ces paradigmes-là, quand on les applique dans sa vie, et quand on les applique dans la relation à autrui, mais aussi dans la relation avec le vivant, on transforme. Et c'est ce que Arturo Escobar disait, on ne change pas le monde, mais on change de monde. Et c'est ça que le burn-out aide, c'est un saut paradigmatique et une transformation qui passe par, alors ce que moi j'ai identifié comme 5 étapes. La première, c'est l'état des lieux. Elle est un peu dure, c'est celle où on dit « Hey, tu fais un burn-out » et les personnes font « Oui, 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 je vais m'arrêter une semaine, oui, oui, oui. Et puis bon, je pense que c'est à cause de ça ou c'est à cause de ça. » Et en fait, quand on détricote et qu'on regarde les causes avec ces 5 paradigmes, les personnes font « Waouh, ok, il y a du boulot. » La deuxième étape, c'est celle où on passe de la confrontation à l'acceptation. Et elle n'est pas facile, cette étape. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Estelle. C'est le moment où le corps, il hurle « stop » et que la tête, elle dit « non, tu continues. Tu continues parce que tu as des obligations, tu ne peux pas, tu es prise dans un système, tu es prise dans tes paradigmes. » Et en fait, à ce moment-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est sécuriser le terrain financier, sécuriser le terrain affectif, sécuriser le terrain corporel, parce qu'il va y avoir effondrement. Et cet accompagnement, c'est quand la personne accepte de se rendre compte, non pas qu'elles se sont fait un burn-out, mais le fait qu'elles se rendent compte qu'elles se sont fait souffrir. Et quand on se rend compte de cette souffrance-là, à ce moment-là, on peut commencer à glisser sur l'acceptation. Et accepter, c'est pas se résigner. C'est accepter qu'on s'est fait mal, accepter qu'on souffre et accepter que on n'a pas le choix d'aller vers la guérison, sinon on meurt. C'est plus possible. Et on glisse vers la troisième étape que j'appelle la régénération. Alors, je l'appelle comme ça, pas pour faire hyper genre que c'est d'actualité, mais parce que pour de vrai, moi, j'ai vécu dans ma chair. Enfin, je me suis brûlée le dos quand j'avais 20 ans. Et j'ai vécu dans ma chair ce que c'est la régénération. Et donc, je suis toujours excédée lorsque j'observe dans les réseaux, toutes parts, quand on parle de régénération en 1 mois, en 3 semaines, ou la solution en 2 week-ends. Pour moi, c'est absurde parce que la régénération, c'est du temps long. C'est un temps qui se passe en dehors du social, qui se passe dans sa grotte, qui se passe dans le corps, ou dans ce que Pinkola Estes appelle la Silva, sa forêt intérieure. Et donc, c'est un temps long. Et cette troisième étape, c'est celui de la régénération. C'est un moment où on va vraiment aller en profondeur, guérir les traumas, transformer nos rapports au monde. C'est un moment où on se relie en profondeur avec soi. Et on peut commencer à remettre en question les choses. Parce que dans l'étape 1 et 2, tu l'as très bien dit, Estelle, on est un légume. Ben oui, parce que le corps en burn-out, comme je vous l'ai dit, il prend le réseau d'énergie en main et il dit, là, il nous reste que 5% de batterie. Et donc, les fonctions cognitives de haut niveau, type logico-mathématique, système attentionnel, réflexivité, planification, anticipation, c'est mort. Celle-là, on enlève. C'est comme si c'était des applis qu'on enlevait en disant celle-là, pas fonctionnelle. Et c'est hyper dur pour des personnes qui, comme toi, Estelle, étaient très dans l'intellect et très investies là. C'est comme si on enlevait une part de notre personnalité, de notre être. C'est violent pour les gens. Et donc, je traduis juste, ça veut dire, par exemple, que quand quelqu'un te parle, tu le regardes et avec des grands yeux, tu fais parce que tu comprends pas. Voilà. Concrètement, ça donne ça. C'est exactement ça, et c'est violent à vivre. C'est très violent, oui, oui. Et cette troisième étape, c'est du coup une reconstruction de soi en profondeur, vraiment, et qui amène du coup une reconstruction vers les paradigmes. Ensuite, on arrive à la quatrième étape, celle par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire celle où le corps il dit « Ok, c'est cool, tu t'es régénéré, je te donne de l'énergie. » Et c'est un peu comme le jeu de loi. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu de loi. Le jeu de loi, il y a à la moitié du plateau, là, ça devient un peu craignos, ça. On sent qu'il faut faire attention quand on lance les dés, parce qu'il y a quand même la prison, la mort, enfin, c'est plus la même ambiance que la première partie, quoi. On est un peu tendu. La quatrième étape, c'est ça. C'est-à-dire le corps, il dit « Ok, lance les dés. » Mais fais attention, parce que le retour en arrière est possible si tu utilises mal l'énergie.
Et la quatrième étape, elle est hyper importante, c'est ce que tu as posé, Estelle, c'est un moment où, comme on retrouve cette énergie, si on la met au service du vivant en soi et à l'extérieur, mais des grâces arrivent profondes. C'est-à-dire que c'est ce moment où la vie, elle nous donne des cadeaux, elle nous réajuste. On était peut-être dans une voie qui n'était pas la bonne, comme par exemple servir des paradigmes anciens qui auraient continué à détruire le vivant. Et à la quatrième étape arrivent des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant, parce que la vie nous donne des cadeaux, vraiment. Et c'est un moment de reliance avec les vivants, avec la terre. Et c'est un moment où on vient se reconnecter à une forme de spiritualité qui va être la nôtre et qui nous amène à préparer la cinquième étape, c'est-à-dire le retour au monde. Et cette étape, elle n'est pas évidente, parce que le monde, pendant qu'on s'est transformé à l'intérieur, lui, il a continué, et il n'a pas forcément changé. Et donc, cette fin de quatrième étape et cette cinquième étape demandent une vraie consolidation des savoir-faire, d'un entourage pour se sentir en sécurité, pour exprimer cette nouvelle manière d'être au monde, pour mettre en place ces nouveaux paradigmes. C'est pas évident parce que comme ce monde est malade et pathogène, eh bien, ça vient des fois friter et il faut beaucoup de courage dans cet espace-là. Voilà, mais c'est comme ça que on va vers cette transition collective. Parce que on va porter cette voie de la guérison dans ces espaces-là, et parce que surtout, une personne en burn-out, et c'est comme la Terre, elle est en train d'en arriver là, quand elle a vécu un effondrement, elle garde dans sa mémoire corporelle les limites planétaires intérieures qu'elle n'a pas été capable de se donner. Et moi, c'est ce que je travaille, c'est les limites planétaires intérieures et les limites planétaires extérieures. Voilà, bon, pardon, je me suis un peu animée, mais c'était l'idée. Bon, super. Eh bien, écoutez, je vous suggère maintenant de donner la parole aussi aux participantes et participants. Je vous invite à prendre la parole, à ne pas raconter toute votre vie, donc soyez bref ou brève, s'il vous plaît, et plutôt poser des questions à Emmanuel et Estelle afin qu'elles puissent s'exprimer aussi. Ah, encore. Donc, voilà, vous pouvez intervenir. Et quand vous le faites, aussi allumez votre vidéo, c'est plus sympa pour qu'on voit vos visages. Même si vous êtes en maillot de bain sur la plage, vous en voudra pas. En tout cas, Alors, je bravo. rebondis en attendant que quelqu'un se... Pardon? Je disais bravo, j'ai trouvé vos interventions très claires et complémentaires. Et c'est vraiment, je pense, Merci, c'est la première fois qu'on échange ensemble, mais je pense qu'il y a tellement à dire. Et c'est vrai que moi, dans mon chemin de guérison, j'ai étudié la psychogénéalogie à titre individuel. Et quand tu parlais de dualisation, alors j'ai pas encore fait l'étude psychogénéalogique de la Société de France, mais on peut simplement penser à la guillotine. Pourquoi nous sommes déconnectés, la tête est déconnectée du corps, mais en France, il y a eu cette guillotine. Je veux dire, les têtes ont littéralement été coupées, donc il y a cette mémoire corporelle aussi, qui fait que en Inde, on enseigne les enfants, on éduque les enfants à travers tous leurs sens. Au Brésil, ils sont beaucoup plus très corporels, et en France, non, on est coupé. Il y a vraiment cette scission. Donc, il y a aussi il y a des mémoires qui nous dépassent et on ne peut pas chercher. Voilà. Ouais, une vraie dissociation, ouais. Belle métaphore. On est hors corps, quoi. On est hors sol. Mais il y a des mémoires. On a des mémoires qui font ça. Et est-ce qu'il y a des questions? Ah, Caroline. On t'écoute. Alors, bonsoir et merci beaucoup pour votre présentation qui était vraiment super intéressante. Moi, j'ai une question, c'est que donc, je suis dans les métiers de la thérapie aussi. Et donc, quand je discute avec des gens, en leur proposant des services pour justement les accompagner à éviter ces effets rebonds, généralement, ils disent ah, c'est bon, maintenant ça va mieux, j'ai fait de burn-out, mais maintenant ça va mieux. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils repartent dans les étapes 1 et 2 où ils sont des légumes, en fait, c'est déjà. Voilà, c'est comment faire en sorte que
moi, je les accompagnerai dans la phase 3, mais le problème, c'est que s'ils sont en étape 1 et 2, bah, ils ne font pas appel à moi parce qu'ils ne sont pas en état de le faire. Quand ils sont en étape 4, ils pensent qu'ils sont sortis d'affaires, donc tout va bien. Et puis finalement, peut-être pas, quoi. J'ai pas forcément de solution dans ce que tu poses, Caroline. Par contre, je crois que à l'étape 4, ce qui est essentiel, c'est de revenir sur l'histoire du burn-out et sur ce sentiment de gestion de toute puissance. C'est vraiment de ça dont on parle, en fait. C'est que tout d'un coup, l'énergie revient et du coup, il y a ce besoin de retrouver de la puissance. Mais cette puissance, on la met au service de quoi? Et c'est vraiment tout ce travail dans l'étape 4. C'est cette puissance, je vais la remettre au service du vivant, en fait, du vivant dans mon corps, du vivant à l'extérieur. Et c'est des moments, je crois, où il faut, en tant que thérapeute, beaucoup aller faire de l'écothérapie, aller faire des rituels avec le vivant, sortir et rencontrer les autres vivants, se mettre en contact, en fait, avec la Terre, puisque, il faut être honnête, on est dans une société où on a quand même plus de 70%, 75% des personnes qui vivent en ville et on n'a plus de contact. En fait, on ne sait plus ce que c'est le vivant. C'est devenu une abstraction, c'est devenu une entité abstraite. Et donc, dire, vous faites attention au vivant, patati patata, ça ne veut plus rien dire. Donc, il faut les amener au contact. Il faut les aider à observer, en fait, comment ils font les animaux, comment elle fait la forêt, comment elle fait... Et leur montrer ce qui se passe dans le corps et venir, je parlais d'Estelle de mémoire, et venir réactiver la mémoire. Dire, tu vois, tu as vécu un burn-out, maintenant dans ton corps, tu es capable de sentir les limites. L'étape 4, en fait, on fait que ça, que du sens. Remets-toi dans ton corps. Il se passe quoi? Ton corps, il est en train de te dire quoi? Ah ok, ton corps, il est en train de te dire, tu es fatigué. En fait, écoute-le. Parce que tu sais que si tu ne l'écoutes pas, direct, ça va faire mal. Ah, mais j'ai pas envie parce que j'ai trop envie de faire ça. Ok, très bien. Fais-le, fais ton expérience, mais tu vas te faire mal. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, si ton corps te dit quelque chose, si tu es passé par cette expérience, c'était pour apprendre. Et cette étape 4, elle est vraiment très particulière parce qu'on est une société où la puissance, elle a été hyper mal éduquée. Chez les hommes, avec une société patriarcale et viriliste, on a appris aux petits garçons, on le voit d'ailleurs, quand je reçois des petits garçons au cabinet de 4, 5, 6 ans, ils sont trop forts, c'est les plus puissants du monde. Et à chaque fois, on est là genre, oh, qu'est-ce que c'est mignon, petit garçon super puissant. Une petite fille a fait ça à 4, 5, 6 ans, lui dit, tu te calmes, tu vas jouer à la poupée, tu te concentres, tu t'inhibes. Et donc, les petits garçons, ils ont appris à se servir de tout ce qu'il y avait autour impunément et à exploiter une puissance démentielle. Les petites filles ont appris à complètement inhiber, mais on n'a aucun modèle social qui nous a aidé à vivre la puissance dans le respect du vivant. Et l'étape 4, c'est de ça dont on parle. Il est là le changement, un des changements de fond, c'est cette énergie-là. Elle ne sert pas mon petit moi, elle ne sert pas mon mental surexcité et pollué par les paradigmes destructeurs, elle sert le vivant. Et donc, comment il fait le vivant? Et c'est en ça où Estelle, c'est magique, et je te donne la parole, c'était OK. C'est pour ça qu'il faut aller observer les modèles, faire du biomimétisme. Et donc, la 4e étape, c'est aider les personnes à voir le biomimétisme pour l'introduire dans la vie. En tout cas, j'irai vers ça, quoi. Après, merci Emmanuel. Après, je pense que le burn-out, c'est avant tout un chemin initiatique et à la base individuelle. C'est-à-dire que ce qu'on apprend, quand on est dans le burn-out, le premier thérapeute, c'est la vie. Et après, il y a différentes personnes, différents thérapeutes, médecins qui vont venir sur le chemin à un moment particulier pour nous apporter, pour nous ouvrir des portes ou pas, mais on ne peut pas se substituer à cette expérience qu'une autre personne peut avoir à vivre. Et là aussi, c'est là aussi que la puissance, elle revient, c'est aussi à nous de se dire finalement, est-ce à moi de l'empêcher d'aller au burn-out? Est-ce mon rôle ou pas? Je peux jusqu'à une certaine limite,
mais il y a un moment où après, ça ne dépend plus de moi et c'est le destin de telle ou telle personne. Donc, donner les outils, ce que fait très bien Emmanuelle dans son livre, elle a listé, fait un travail de titan pour lister tout un tas d'exercices que on va être amené à faire de manière, comment dire, peut-être inconsciente, sans le savoir, quand on est en contact avec cette nature. Mais oui, très clairement, les emmener, leur donner, il y a un exemple qui est très clair, qui est de dire, ben voilà, aujourd'hui, dans le monde agricole, vous prenez l'ancien modèle, vous amenez quelqu'un dans un champ en monoculture où il n'y a que des pommiers, vous allez voir que ce champ, il est sous perfusion, on est obligé de l'arroser, on est obligé de le traiter, de le médicamenter pour pouvoir faire en sorte qu'il ne soit pas détruit par tout un tas de parasites. Ça demande un travail énorme. Et en parallèle, vous allez avoir un autre champ qui va être une forêt comestible, où là, vous allez avoir différentes comment dire, différentes haies qui vont venir, différentes essences, des grandes, des petites, qui vont venir se danser ensemble, se complémenter et qui vont devenir autonomes et résilientes parce que du coup, on n'aura plus besoin de les nourrir, on n'aura plus besoin de les arroser parce qu'il y a des arbres qui vont créer de l'eau, il y en a d'autres qui vont protéger des champignons et d'autres. Et donc, voilà, donc c'est vraiment ce retour au vivant passe par l'expérience. Et le corps nous enseigne nos limites. Et en tant que thérapeute, je pense qu'on ne peut que accompagner et donner des outils qu'une personne va prendre ou pas. Ok. Bien, Merci. merci. Une autre question, Louise? Oui, merci. J'aurais deux questions, en fait, une pour Emmanuelle et une pour Estelle. Déjà, merci à chacune de vos interventions. Emmanuelle, tu parlais de la 5e étape, le retour au monde. Est-ce que tu aurais des exemples à partager de personnes que tu as accompagnées? Oui. J'en ai plein. Il faut que je sélectionne. C'est juste, en fait, pour finir ma question, pour rester dans cette idée de parallèle entre le burn-out individuel et ce qui se passe pour la planète. Même s'il y a beaucoup d'exemples d'initiatives positives qui sont observées aujourd'hui pour un peu contrecarrer ce qu'on voit en termes d'effondrement de la biodiversité et d'effondrement écologique, comment au niveau individuel on fait preuve de résilience après un burn-out? Ok. Waouh. En fait, il y a beaucoup de choses je me permets de tutoiement dans ce que tu dis, Louise. Il y a beaucoup de choses. En fait, après un burn-out, on va faire un peu preuve de résilience, mais en fait, je crois qu'Estelle, elle a posé le bon mot, c'est-à-dire le burn-out, c'est finalement une initiation. Et comme toute initiation, il y a une petite mort. Et la petite mort, c'est une part de soi qui a été formatée par ces paradigmes destructeurs du vivant. Et donc, il y a un process de guérison, en fait, de transformation, de transmutation qui se met en place. Et la résilience, c'est un mot qui est, à l'heure actuelle, on parle de deuil, exactement, parce que c'est une deuil d'une part de soi. La résilience, c'est un mot qui, comme plein de mots à l'heure actuelle, qu'on vide de son essence. Comme d'ailleurs nos politiciens font avec l'adaptation, en disant bon ben voilà, maintenant on va s'adapter à plus 4 degrés. Ben non, en fait, non, on ne va pas s'adapter. En fait, on prend des mots et on les arrange. Résilience, ça ne veut pas dire guérison. Résilience, c'est une capacité à absorber un choc. Et donc, c'est la mise en place de mécanismes, de processus le plus efficient possible pour absorber un choc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une fois que le choc est passé, ce qu'on a mis en place comme mécanisme de défense, comme mécanisme adaptatif, on doit les enlever. Et on doit revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Et le problème, c'est que souvent, les personnes, elles restent bloquées, quoi.
Emmanuel, Ouais. si je peux me permettre, la question c'était de donner des exemples aussi. Ouais. Et donc ça, c'était De la une des choses que tu as dit sur la résilience. Donc c'est pour ça que je peux pas. Enfin, ça, c'est une des questions. Et des exemples sur le retour au monde, oui, j'en ai plusieurs. J'ai des personnes qui soit ont amorcé une complète reconversion professionnelle, c'est-à-dire des personnes qui étaient sur une voie et le burn-out leur a montré que ben non, c'était pas du tout ça et qu'il allait falloir faire autre chose. Donc de manière concrète, je sais pas, moi j'ai un monsieur qui était chef d'entreprise d'une grosse entreprise de maçonnerie qui a fait un burn-out de dingue. Et en fait, au début de la 4e étape, il savait toujours pas ce qu'il allait faire. Hein. Il me disait mais comment je vais faire? Je dis ben j'en sais rien, mais fais confiance à la vie, ça va venir. Et en fait, il s'est retrouvé à un stage de réflexologie qui lui a fait un bien de dingue dans son corps. Il s'est rendu compte que ses grosses mains de maçon, qui étaient magnifiques, étaient en fait des mains de guérisseur. Et il en est venu à se former à la réflexologie. Et là, il a fondé une immense grosse école de réflexologie parce qu'en même temps, il est parti au Vietnam, rencontrer le gars qui faisait ça. Enfin bref, bon, par exemple, voilà, on a le cas d'une reconversion et ça, je pourrais en donner des tonnes. Et puis, j'ai aussi des cas de figure de personnes qui ne font pas de la reconversion, c'est-à-dire ils partent de leur métier, mais par contre, quand ils retournent avec des méthodologies, des savoir-être et des savoir-faire différents. De manière concrète aussi, dans la 5e étape, moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Alors, je sais que j'outrepasse peut-être mes fonctions de psychologue, mais je le fais. En fait, j'appelle les entreprises et on fait un retour dans le monde professionnel ensemble. C'est-à-dire d'essayer d'assainir l'espace de travail, de faire comprendre aux gens ce que c'est un burn-out, de faire comprendre ce que c'est un mi-temps thérapeutique, de comprendre qu'un 80%, c'est pas un 120% dans 80% du temps. Enfin voilà, c'est remettre des choses comme ça. Et dans la 5e étape, au début, souvent, il y a besoin que la personne, elle se sente soutenue. Et je trouve que des fois, le rôle du thérapeute, c'est aussi de soutenir dans ces espaces. Voilà, et souvent des grosses remises en question avec le système, c'est-à-dire que le système familial vient poser aussi des transformations, des personnes qui tout d'un coup vont vers une sobriété beaucoup plus joyeuse dans leur manière de consommer, dans leur manière d'offrir, vont mettre en place des systèmes de gratitude, de la communication non violente, enfin, ça bouge leur système familial, ça bouge leur système autour d'eux, ça, ouais, enfin, je peux en parler des heures, mais voilà. Et Louise, tu avais une question pour Estelle? Oui, et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que Emmanuel, tu viens de dire. Moi, ce que j'entends dans Retour au monde, du coup, c'est plutôt comment se réinventer et comment créer en fait une nouvelle façon d'être au monde. Et ça permet de rebondir sur Estelle, quand tu parlais de chemin initiatique. Moi, ça me parle beaucoup, mais du coup, derrière, j'ai la question de, au fond, est-ce que le burn-out permet pas, avec beaucoup de guillemets, de faciliter en fait une sorte d'élévation des consciences? Il n'y a plus dans nos sociétés de rituels. Je trouve, alors peut-être que j'ai un focus aussi là-dessus, qu'on parle beaucoup des sagesses des peuples premiers et du fait que dans notre société, il n'y a plus de rituels, il n'y a plus de passage, je ne trouve plus le mot. Et quelque part, cette absence-là, ce manque-là, crée une ouverture, et cette ouverture, malheureusement, elle se fait sous forme de burn-out. Parce qu'il y a de toute façon, dans une vie humaine, il y a besoin de croître, il y a besoin de s'élever, et que d'une manière ou d'une autre, la souffrance, c'est un passage obligé, quoi. Alors, très certainement, ce que tu dis, oui. Les Brésiliens ont une phrase que j'aime beaucoup. Ils disent « On peut apprendre soit dans la souffrance, soit dans l'amour, et ceux qui n'apprennent pas dans l'amour apprennent dans la souffrance. » Alors, très certainement, le burn-out a été un grand maître pour moi et l'est toujours. Simplement, c'est une expérience qui a été extrêmement violente, qui a fait s'effondrer tous les piliers de ma vie. Heureusement que j'ai été très soutenue par ma famille, que je n'avais pas de mari, que je n'avais pas d'enfant et que j'avais une situation financière qui me permettait de ne pas me retrouver à la rue.
ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a la plupart des personnes qui sont limite burn-out, qui sont mariées avec des enfants et voilà, et ils ont des frais tous les mois qui tombent. Donc il y a une responsabilité par rapport à ça, et je crois que nous sommes justement à ce moment de transition où nous pouvons apprendre dans l'amour aujourd'hui. C'est vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça a été vrai, c'était l'ancien paradigme, mais aujourd'hui on arrive à ce nouveau paradigme où ce qui me fait envie me met en vie, comme disent Édouard Van den Bogart et Judith, son épouse. Et donc, je pense qu'Emmanuel a écrit ce livre, et moi-même j'ai écrit ce livre pour permettre de partager nos histoires et nos expériences, nos outils, afin que justement d'autres puissent faire un alerte burn-out ou se dire « oh là là, je suis pas, tout va pas très bien dans ma vie en ce moment », et quelque part faire cette transition dans l'amour sans aller jusqu'à l'effondrement total. Parce que ça, on apprend beaucoup, c'est vrai, et je pense que si mon burn-out avait été moins grave, j'aurais beaucoup moins changé. Je serais repartie à tout feu, tout flamme dans l'ancien modèle parce que je n'aurais pas suffisamment compris, suffisamment intégré. Et donc, quand on parle des sagesses des peuples anciens ou même des sagesses modernes, il y a des personnes très bien, comme Emmanuel, qui sont psy, qui étudient tout ça, qui écrivent des livres, et c'est très intéressant. Mais moi-même, quand j'ai été jeune, j'ai eu la chance d'étudier l'Ayurveda, d'apprendre, de faire une formation d'Ayurveda entre mes 15 et mes 17 ans. J'ai eu la chance après d'étudier les sciences de la conscience avec Patrick Drouot sur 2 autres années, entre mes 17 et mes 19 ans. J'ai eu la chance de rencontrer le souffle d'or très jeune et de lire tout un tas de livres. Et donc, j'avais accumulé vraiment des connaissances intellectuelles qui étaient super, qui étaient mes idéaux, mais je n'avais pas réussi à incarner ça dans mon corps. Et donc, c'est là que le burn-out va, pour différentes raisons qui ont un lien avec mon parcours spécifique. Et donc, c'est là que le burn-out est venu m'enseigner à vivre tout cela. Et j'ai fait le chemin inverse, en fait. J'ai vécu à travers mon corps et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est ça. Je comprends ce qu'il ou elle a dit. Et donc, on n'est pas obligé de passer par le burn-out. On n'est plus obligé de passer par le burn-out. Mais si on passe par le burn-out, c'est intéressant. Et comme c'est vrai que le thème aujourd'hui, c'est aussi le burn-out de la société, de cet effondrement, je ne nous souhaite pas de vivre un burn-out, un effondrement de notre société, parce que je pense que ce sera très dur. Mais en même temps, selon le paradigme dans lequel nous nous trouverons, si on est encore bloqué dans l'ancien paradigme, alors on va prendre de plein fouet cet effondrement qui est déjà en cours. Et si on a la chance de commencer à s'inscrire, d'avoir déjà un pied dans le nouveau paradigme, alors peut-être que cet effondrement nous touchera moins, voire pas du tout si on est déjà dans le nouveau monde. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Merci Estelle. Oui, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Mire, tu écris beaucoup. Est-ce que tu auras envie de prendre la parole? Alors, ouais, je peux juste raconter que moi, quand j'ai suivi mes études, j'ai fait 1 an de prépa à l'agro et là, j'ai vu le formatage des esprits qui nous était imposé et vers quoi ça me menait. Et j'ai quitté. Je suis parti voyager, faire des expériences, etc. Et le besoin de cohérence que tu as évoqué tout à l'heure, Estelle, je l'avais très fort à l'époque. Et heureusement, du coup, ça m'a permis de faire mes choix de vie, de travailler dans le milieu associatif, de créer le souffle d'or, etc. Et cette cohérence, c'est-à-dire aussi de faire de ma profession, de ma passion, ma profession, m'a permis de passer bien des moments difficiles et de rester à peu près au poste, quoi. Et pour moi, la cohérence, c'est un vraiment très, très grand mot. Et, ouais. Et surtout quelque chose à vivre. Ouais, merci, Vas-y, Estelle.
Non, je dis c'est important et justement c'est aussi important de voir qu'il y a une cohérence individuelle et une cohérence de paradigme de société. Parce que moi au départ, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans le monde des startups, j'étais cohérente. Et j'ai gardé cette cohérence. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais incohérente, je suis devenue incohérente à cause de ce paradigme. Parce que pour moi, c'était cohérent, tu vois. Donc, c'est aussi important de se dire il y a une cohérence individuelle et une cohérence dans le modèle dans lequel on est. Et toi, tu as réussi à avoir ces deux, en fait. Dès le départ, tu as réussi à être déjà dans ce nouveau modèle. Et donc, c'est super. Et puis ça évolue dans le temps, hein, les valeurs qu'on a aussi, donc la cohérence peut changer. Comme tu dis, tu étais cohérente au début, et puis petit à petit, c'est parti en vrille. Et moi, ce que je note en fait dans ce qui est posé là, en plus de la cohérence, et je crois surtout avec la cohérence, c'est l'alignement profond de la conscience corporelle, de la conscience du vivant dans le corps. Et peut-être qu'effectivement, Yves, toi, tu vois, il y avait quelque chose qui était déjà aligné. Et ce que j'entends, Estelle, c'est que tu l'as très bien témoigné, en fait. Tu as appris, mais c'était pas incorporé, c'était pas carné, c'était pas dans la chair, en fait. La conscience, la lumière, elle est pas venue dedans. Et je crois profondément que la problématique, elle est celle-ci. C'est que on est dans une société où on pousse à la dissociation, et ce de différentes manières, de par les violences posées par le patriarcat. Carole Gilligan, elle en parle beaucoup, que la dissociation, elle se fait très tôt, en fait, de notre tête et de notre corps, parce que poussé à ne plus être sensible, à devenir comme les autres, hyposensible, formaté dans la tête, à valoriser tout ce qui est dans l'intellect et pas dans le corps. Donc, ce qui fait que on ne sent pas les signaux du corps. Et je crois que ça, c'est vraiment très fort. Enfin, c'est marqué. Là, je vous donne un exemple, mais cette semaine, c'était drôle parce que j'avais un écologue et une dame qui venait du développement personnel. Et les deux, mais c'était l'effet miroir contraste. J'avais mon écologue qui, lui, était en train de vraiment, pour lui, a régi toute la cohérence de sa vie pour respecter les limites planétaires, parce que il les a apprises et que pour lui, c'est pas une abstraction, c'est concret, c'est réel, en fait, les limites planétaires. Mais du coup, je le confrontais à dire, mais regarde comment tu vis. Et tes limites planétaires intérieures, en fait, tu les respectes? Il me dit, mais non, en fait, j'arrive pas à avoir conscience des limites de mon corps. Et je suis toujours obligée d'aller le plus loin possible jusqu'au point de rupture pour les sentir. C'est énorme. Et du coup, tout le travail pour lui, c'est vraiment une prise de... C'est revenir là, dans ce corps. Et j'en ai une autre, elle, c'est tout le contraire. Elle a fait plein de stages de développement personnel, mais complètement hors sol, hors contexte climatique. Enfin, elle vit dans un monde qui n'est pas celui-ci, quoi. Et en fait, elle respecte ses limites corporelles, mais par contre, elle explose les limites planétaires. Je veux dire, elle prend 8 fois l'avion dans l'année. Enfin, je veux dire, ça ne lui pose pas de problème de faire ceci et cela. Mais pour elle, les limites planétaires sont une abstraction. C'est pas, elle les sent pas, en fait, elle les voit pas. Et ça, je vous le pose parce que je l'entends tout le temps. Et c'est hyper important, quoi. J'ai pas compris les limites planétaires. Les limites planétaires, elles ont été décrites par des scientifiques pour montrer que le système Terre, donc un biotope, a des limites planétaires. C'est-à-dire, on ne peut pas ponctionner plus de ressources que ce qu'elle est capable de régénérer. Grosso modo, et ça sur plusieurs critères. Et grosso modo, dans le vivant, dans la chaîne trophique, c'est-à-dire la chaîne alimentaire, quoi, tous les êtres vivants, tous, jusqu'aux champignons, respectent cette loi qui est je ponctionne que 20% et moins et je laisse 80% des ressources à la régénération. Tout le vivant fait ça sauf nous. Et parce que nous, on a explosé ça, eh bien, en fait, on explose les limites planétaires. Il faut savoir que là, sur les 9 limites planétaires qui ont été posées, on en a explosé 6. Et exploser, c'est pas rien. Ça veut dire que le système Terre n'est plus en capacité de régénérer les ressources que l'on a ponctionnées. Et il nous en reste 3. C'est horrible. Et c'est exactement ce qui se passe quand une personne vit un burn-out. Elle explose ses propres limites de ressources intérieures. C'est pour ça que je fais ce parallèle. Et ça, à mon sens, c'est certes de la cohérence, mais c'est surtout un problème
de conscience qui ne s'est pas élargi. C'est un petit moi qui ne prend pas conscience, en fait, qui ne s'incorpore pas, soit dans sa terre intérieure qui est le corps, et en même temps dans ce que vit la terre. Et là, on n'a plus le choix à l'heure actuelle que de rentrer, comme tu disais, Estelle, en amour, de rentrer en conscience dans son corps et avec le reste du vivant et dans cette terre, en fait. Parce que cette terre n'est pas un objet, c'est vivant. Et quand on est sur le chemin justement de cette cohérence, je crois que tout cela se met en place de manière très harmonieuse et qu'on parle de décroissance et ça peut faire peur, mais en fait, celui qui vit ça ne vit pas ça comme une décroissance, il vit pas ça comme un manque, il vit pas ça comme un moins. Au contraire, il y a cet alignement qui va, quand on passe du burn-out au lighting ou de cette désharmonie à l'harmonie, qui fait que tout d'un coup, on se retrouve dans le respect des limites de la Terre, dans le respect des limites de soi-même, dans le respect de l'autre, naturellement. C'est pas un effort. Et on a moins besoin. Et donc, on va traverser dans une rue marchande, on va être dans une bulle, on va plus rien acheter, plus rien avoir, parce qu'au fond, on fait plus partie de ça. Et donc, voilà, mais c'est naturel. On va pas être devant les magasins en disant, ah mon Dieu, je gagne moins qu'avant, donc du coup, je peux plus m'offrir ça. Non, en fait, on va manger plus sainement parce que mais c'est pas non, je peux plus manger. Voilà, c'est naturel et c'est cette transition qui est naturelle qui fait qu'on va croître personnellement et décroître matériellement quand il y a besoin. Et c'est essentiel pour moi d'assumer nos choix. Par exemple, moi, j'ai renoncé à une carrière d'ingénieur agro et à un moment donné, j'étais sans domicile fixe. Et ben, je l'ai bien vécu. Et pour moi, c'était un passage, c'était une exploration et j'ai jamais regretté d'avoir arrêté mes études. Mais ça nécessite quand même d'être bien aligné, comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, à savoir ce qu'on fait, pourquoi, le sens qu'on donne, et puis s'y tenir, quoi. Exactement. Exactement. Ouais. J'entends qu'il y avait... Il y a une question. Comment est-ce qu'on peut appliquer les limites à notre corps, c'est ça? En fait, Estelle a donné une piste de réponse. L'application, en fait, si on se pose la question, c'est qu'on on doit développer la conscience du corps par le ressenti. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire que si vous ne sentez pas les limites de votre corps, les ressources ou les besoins, par exemple, tu disais, Estelle, quand on est aligné, que le corps fait, en fait, il sait naturellement ce qui est bon pour lui. Moins manger de sucre, moins consommer. Mais pour en arriver à écouter son corps, il faut se réassocier. Pablo Servigne emploie un mot que j'adore, il dit il faut se réombiliquer à la terre. Et c'est exactement ça, c'est reprendre la conscience et la faire atterrir là dans le corps. Donc, j'ai pas de recette miracle. Et je peux pas vous dire, il faut respecter telle ressource de votre terre intérieure, parce que tant que ça reste une abstraction, ça va être compliqué. Il n'y a pas le choix que de le sentir. Et je crois que Estelle l'a très bien résumé. C'est que ce chemin-là, pour aller écouter les ressources planétaires intérieures, il n'y en a pas 50 milliards. Il y a soit effectivement d'y aller en amour, comme on est en train de le poser, c'est-à-dire de vivre l'expérience de se réassocier, de ressentir son corps, d'écouter ses besoins, d'écouter ses limites, d'être en capacité quand le corps il dit « je suis fatigué » au lieu de dire « non, tais-toi là, on doit encore bosser là encore 3 heures parce que c'est hyper important, il faut qu'on rende le truc » et il n'y a pas le choix. Plutôt que d'être dans ce dialogue-là avec les besoins de son corps, ça va être d'apprendre à faire « ah ok, wow, je suis fatiguée, d'accord, donc là il va falloir que je me régénère. Je vais prendre 20 minutes, je vais me faire une petite sophrologie, ou je vais me faire une petite méditation, une petite relaxation, je vais aller marcher pieds nus dans la nature ou dans le parc à côté, ça va me faire du bien, et après je m'y remets. » C'est savoir écouter, mais pour écouter, il faut rentrer dans la voie de l'amour. Et si on continue à avoir ce dialogue intérieur dur, où on n'écoute pas les besoins du corps, forcément, on va droit vers l'effondrement.
C'est ce qu'on fait avec la planète. La planète, elle nous hurle que là, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus de ressources. Et nous, on lui dit, tais-toi, en fait. Nous, on continue parce qu'on veut toujours extraire plein de matière pour produire tous nos produits et nos objets inutiles. Et parce qu'on est comme ça, et c'est notre société capitaliste, et ben, on va droit vers l'effondrement. Par contre, si on rentre en amour, là, c'est autre chose. Nature Lorsque, après, tu avais une question? oui, ou une remarque du moins, un ressenti dans le sens où vous m'entendez? Oui. Oui, super. Merci. Bonsoir déjà et un grand merci pour voilà, c'est très enrichissant, très nourrissant et apprenant. En fait, ce que je me dis, c'est qu'à un moment, c'est beaucoup de courage et avec cette notion du courage que ça vient du cœur. Et on a des moments où on est un peu comme entre deux vagues, quoi, où on peut avoir des creux et des montées. Parce que là, à un moment, il y a la société qui forcément est malade et dans cette incohérence. Et du coup, nous, on retombe dedans et après, on se dit, OK, on revient dans notre amour. Je trouve que c'est voilà, pas toujours facile, même quand on chemine avec cette idée d'être dans l'amour, de ne pas se faire rattraper, en fait. Voilà. Et ça nécessite, je pense, voilà, pas mal d'entraînement, de plasticité, je ne sais pas comment exprimer, mais et là, donc peut-être ma question, c'est de savoir comment aujourd'hui, par exemple Estelle, cette fragilité potentielle et cette incohérence, tu arrives à la entre guillemets dompter, je ne sais pas comment exprimer avec les bons termes peut-être, mais maîtriser pour justement vraiment garder ce cap. Alors, merci Audrey, et je pense que je vais rebondir pour te répondre, je vais aussi rebondir sur l'autre question de Odyssée Coaching, c'est-à-dire comment appliquer des limites à notre corps, et j'ai envie d'inverser cette question pour pouvoir te répondre et de dire comment nourrir notre corps. Et en fait, ce que je fais, moi, j'utilise beaucoup le modèle de la fleur de lettres, donc avec les 4 piliers que je vous ai décrits, parce que justement, pour essayer de garder cet équilibre et essayer de garder, de nourrir mon corps, de respecter mes limites, il y a toujours ces deux modèles, l'ancien paradigme et le nouveau paradigme, et nous sommes en transition. Donc, c'est normal ce que tu dis. Moi, je vis les mêmes choses que toi aussi, régulièrement. Ça s'amoindrit avec le temps, mais régulièrement, on passe d'un modèle à l'autre. Et quand on est dans l'ancien modèle, quand on est dans un moment où on est au creux de la vague, alors à ce moment-là, on va prendre le modèle de la fleur de lettres et on va l'appliquer de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on va regarder les 4 piliers, le corps physique, la vie professionnelle. On va diviser ça par 100, divisé par 4, ça fait 25%. On va dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, je nourris à peu près tous mes piliers de manière égale? Bon. Ça, c'est l'aspect linéaire. Et si on voit que pendant une semaine, on n'est pas sorti de chez soi parce qu'on est resté à travailler derrière son ordinateur, on dit, bon, là, ça va pas, je prends 2 heures et je vais faire une promenade. Donc, c'est un aspect beaucoup plus pragmatique, matérialiste, linéaire. Mais quand on est à un moment où on est dans cette phase-là, ça marche. Mais quand on arrive dans l'autre phase, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça le lighting, la fluidité, la synchronicité, cet amour, c'est que quand on arrive à être en haut de la vague, à surfer avec les différents courants, on va se rendre compte que finalement, en nourrissant l'un des piliers de notre vie, on va nourrir tous les autres. Et là, ça devient plus simple parce qu'on va avoir ces synchronicités sur notre chemin qui vont nous donner la foi et nous guider et nous aider. Mais comme tu dis, on est quand même entouré entre ces deux modèles et tant qu'on n'est pas entièrement inscrit au niveau, j'ai envie de dire, au niveau de ces 4 piliers, donc c'est-à-dire tant que notre vie personnelle, que notre vie professionnelle, que notre corps et que notre épanouissement personnel ne sont pas complètement inscrits dans ce nouveau paradigme qui est celui de l'épanouissement, c'est normal, j'ai envie de dire, de vivre des hauts et des bas et de ne pas savoir parfois comment faire. Parce que notre société est aussi
est aussi en plein effondrement. Donc il y a ça aussi, voilà, on vit l'effondrement indirectement de ce qui se passe autour de nous. Donc, sauf à vivre dans une grotte et ne pas avoir besoin d'argent pour vivre de lumière et d'amour et d'eau fraîche, on est encore pris dans ce paradigme. Donc, voilà. Je vous donne la question de Sab. Est-ce que le déni de certains dirigeants sur les limites planétaires est le parallèle au déni de certains médecins sur le burn-out? J'ai eu beaucoup de mal à avoir un médecin qui le reconnaisse en tant que tel. Il était OK pour écrire dépression, asthénie, mais pas burn-out. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas reconnu par la médecine. Le premier point, c'est-à-dire que si vous êtes en burn-out et que vous avez besoin d'être indemnisé par l'assurance maladie, il ne peut pas écrire burn-out. Donc, il y a une réalité, on va dire, administrative et juridique qui fait qu'il sera obligé d'écrire des dépressions. Après, je ne sais pas, Emmanuel, tu peux peut-être répondre. Oui, en fait, je crois que à l'heure actuelle, tu l'as très bien posé, c'est exactement cette réalité-là. Et je crois que, en tout cas, c'est pour ça que je salue le travail qu'Estelle fait et que je fais aussi, c'est que en montrant que le burn-out est systémique, c'est-à-dire que c'est un burn-out sociétal, mais aussi de la Terre. En fait, on montre que ce sont des symptômes qui sont partagés. Et à partir de là, le burn-out peut être reconnu comme maladie. Mais le burn-out, pour l'instant, n'est reconnu que comme étant simplement un symptôme et pas une maladie. Donc, c'est pour ça, malheureusement, que effectivement, et c'est ce que tu posais, Estelle, les médecins ne peuvent pas écrire burn-out parce que ce n'est pas reconnu comme une maladie. Mais on doit arriver à faire prendre conscience que le burn-out est bien une maladie et une maladie systémique. Je pense aussi que le corps médical est très touché par le burn-out et avant l'effondrement, il y a toute une phase de déni. Et donc, les médecins qui sont dans le déni de l'existence du burn-out sont peut-être eux-mêmes dans une phase de burn-out presque avancée. C'est aussi une possibilité. Ah oui. C'est-à-dire... Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, oui, c'est vrai. Et en même temps, pour travailler avec les médecins, je le vois, tu vois, on l'a posé, un burn-out, ça dure 3 ans. Et donc, pour accompagner les personnes pendant 3 ans, les médecins, ils se retrouvent, il y a aussi, eux, ils ont une réalité administrative qu'on a un peu tendance à oublier, mais ils ont une réalité administrative hyper lourde de justification aussi de leurs actes médicaux. Et donc, quand ils accompagnent des patients en burn-out, pour eux, c'est plus facilitant de mettre dépression longue que de mettre burn-out parce que tous les 15 jours, ils sont obligés de refaire ça. Eux, ils ont ensuite des contrôles. Enfin, c'est aussi des réalités administratives en France, en tout cas, pas évidentes, quoi. Ouais. Chers amis, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on conclut là? Ça fait bientôt... Il y a juste une question, je crois, juste lire pendant un... De Louise. C'est ça? Je peux vous la poser en direct si vous préférez. Oui, vas-y. Je voulais en fait vous solliciter si vous aviez des conseils entre guillemets ou des arguments sur l'aspect peut-être plus préventif, c'est-à-dire comment dans une société qui pousse en fait à la recherche de plaisir et de confort de manière constante, comment on fait comprendre entre guillemets que c'est pas tout à fait bénéfique pour l'individu et encore moins pour la société. Alors, moi j'ai une suggestion, une réponse qui est que ça reste un chemin individuel, j'en ai déjà parlé, donc on ne peut pas faire pour les autres ce que les autres ne font pas pour eux, mais tu peux leur offrir l'un de nos livres. Voilà. Ouais. J'adore. Trop bien. Ouais. Et alors, du coup, pardon. Vas-y. Et la sous-question, c'était j'ai participé à une marche du temps profond et ça m'intéresse en fait de proposer moi à mon tour ce type de démarche. Mais j'ai senti dans le groupe de participants qu'il y avait une forme peut-être de résignation en fait en étant exposé au fait que la Terre avait connu plusieurs extinctions de masse
Et il y a pour certaines personnes ce truc de se dire bah, à quoi bon faire des efforts, de toute façon, on fait partie de la énième extinction de masse, à quoi ça sert de mettre en place des choses qui vont permettre d'éviter ça, même si on ne sait pas si c'est réaliste ou pas. On répond quoi en fait à ces gens-là? Je ne sais pas si on doit répondre quelque chose, si ce n'est sous le coup de l'humour. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de constater, c'est la même chose qu'on constate quand on fait une fresque du climat, quand on fait. C'est que le type de réponse qui est donné, c'est-à-dire ce que tu donnes comme réponse, ne fait que montrer de la dissociation. En fait, on est en train de. La personne parle à partir d'une abstraction. Donc, elle parle à partir d'une déconnexion de ses émotions, de son ressenti, de son expérience personnelle et de son expérience corporelle. Donc, grosso modo, tu pourrais avancer n'importe quel argument, ce sera un débat et ça ne la fera pas plus changer. Par contre, il me semble que toute la pertinence de la marche du temps profond, des fresques du climat ou de tout outil peut-être pour essayer d'apporter des connaissances sur l'état de la planète et sur ce qui se passe, devrait être systématiquement accompagné pendant, après, avant, d'expériences sensorielles, de reconnexion au corps, de reconnexion aux émotions, de prendre le temps, en fait, à chaque fois, de dire « et là, il se passe quoi ?» Je te donne juste cet exemple parce que moi, j'ai des patients à haut potentiel intellectuel qui, souvent, eux, ils vivent dans leur tête là-haut, ils sont déconnectés de leur corps. Et du coup, moi, ça me fait toujours penser à ce gamin que j'ai eu une fois, qui est venu, qu'on m'a apporté, qui avait 7 ans, et qui était à fond sur des questions autour de la mort. Alors, personne était mort autour de lui, mais c'était sa question, quoi. Et donc, il était à fond, et tout le monde lui répondait. Alors, c'est quoi la mort? Et puis, le corps, il se décompose comment? Et en fait, tout le monde lui répondait parce que tout le monde était genre, waouh, enfin, il est dans ça, c'est trop bien, il veut comprendre plein de choses. Je disais, ah, mais stop! Pas stop, on arrête de le nourrir, mais stop, à chaque fois qu'on lui donne une info, on s'arrête, et là, il se passe quoi? Et donc, le gamin, je disais, mais et là, il se passe quoi dans ton corps? Rien, rien. Ah ouais, quand même, le corps, il se décompose. Non, non, mais attends. Là, tu es dans ta fascination dans ta tête, mais est-ce que tu as pris le temps d'imaginer ce que c'est? Non. Ok. Prends le temps d'imaginer, de sentir, là, ça fait quoi dans ton corps? Ah ouais, c'est pas très agréable. Et alors, en fait, il se passe quoi? Non, 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 non. On ne part pas ailleurs. Dans tes émotions, il se passe quoi là? Et c'est tellement important de prendre le temps de faire redescendre l'information dans l'espace émotionnel, dans l'espace corporel. Et ce gamin, ce qu'il a le plus aidé pour appréhender la mort, ça n'a pas été les heures de conversation intellectuelle qu'il a eues. Ça a été quand je l'ai emmené dans le jardin public qu'il y avait à côté, qu'on a observé ce qui se passait et que par chance, il y avait un oiseau mort et qu'on a pu prendre le temps d'aller enterrer l'oiseau et d'aller réobserver les cycles du vivant, et que ça, c'était bien concret, et qu'il a pu prendre le temps de verser sa petite larme. Et en fait, la mort n'était plus un concept, c'était quelque chose de vécu. Et ça, Louise, je suis désolée de faire ce retour-là, mais tu vois, c'est des questions fondamentales. Comment on va venir transformer les gens? J'ai pas la solution. Par contre, de manière très humble et de mon petit point de vue de psychologue, je sais que l'information, quand elle reste dans la tête, ça sert à rien. Il faut la faire redescendre dans le corps. C'est le corps qui dira des vérités. Ce que j'avais envie de te répondre, Louis, c'est mets-le quelque part et ne lui donne pas à manger pendant une semaine. Est-ce qu'il sera aussi zen pour accepter la 6e extinction de masse? J'en doute. Mais pas sûr, parce qu'en fait, moi, j'accompagne aussi des gens à jeûner, et justement pour ramener au corps et ramener à considérer l'environnement, parce qu'en fait, le jeûne amène à un état très particulier, oui. Qui permet une plus grande ouverture d'esprit. Donc peut-être que finalement, ça peut être une réponse aussi plutôt positive. Bon, ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on conclue? Oui, avec vous voulez plaisir. dire un mot de la fin, Emmanuel et Estelle?
quand vous le sentez? Alors, pour rebondir sur ces derniers échanges, moi, j'aimerais citer quelqu'un que tout le monde connaît, qui est Gandhi, qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et c'est vrai qu'il y a l'équipe des résignés et il y a l'équipe des superpuissants qui veulent changer le monde, dont j'ai eu fait partie. Et finalement, aucun de ces deux extrêmes n'est juste. Et j'aimerais partager que finalement, ce que j'ai pu comprendre de mon burn-out, c'est que c'est pas à moi, ni à nous, individuellement, de changer le monde. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais changer dans mon monde aujourd'hui et comment est-ce que je vais améliorer mon monde et comment est-ce que je vais peut-être changer la vie de mon voisin. Ça changera pas rien à l'échelle globale, mais après c'est l'effet du battement d'aile de papillon qui fait que en étant conscient, en étant aligné, en étant dans le cœur et en prenant soin de soi et de soi au sens élargi, c'est-à-dire du moi, mes voisins, ma réalité, c'est comme ça que petit à petit le monde va changer, mais c'est pas nous qui le changerons. Merci. Emmanuel? Ouais, merci Estelle. Pour moi, ça a été un plaisir de le faire en deux voix avec toi Estelle et c'est beau de voir en fait comment c'est complémentaire et puis surtout de sentir en fait cette voix de l'amour parce que c'est vraiment cette voix de l'amour et de la lumière, je crois qu'on porte toutes les deux à travers nos expériences et du coup ça fait du bien que ce soit posé en témoignage. Et en fait, je reprendrai aussi une phrase de Gandhi que mon frère m'a donnée quand j'avais 17 ans, qui est le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour de la Terre, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Je crois que cette phrase, elle aide à arrêter de prendre l'avion et à respecter les limites. Non, je rigole. Mais en tout cas, d'aller vraiment entamer ce voyage de transition intérieure. Et ce qui me touche profondément dans ce que tu as écrit, Estelle, et je crois ce qui émerge de plus en plus maintenant, c'est la prise de conscience que nos transitions intérieures tissent un lien intrinsèque et interdépendant avec les transitions collectives. On est à une période de l'histoire qui est vraiment incroyable et hyper difficile. Et je crois qu'on doit continuer à tous et toutes se soutenir et qu'il nous faut choisir en fait cette voie du cœur, cette voie de la lumière, cette voie de la solidarité, cette voie du lien et d'aller vraiment prendre soin du lien à soi, du lien aux autres humains, du lien aux autres vivants et du lien à la terre. Je crois que et à plus grand que soi, quoi. Et je crois que quand on met en place cette culture, se prendre soin de ces 4 liens, on change. On change de monde intérieur, comme tu le posais, et on change de monde à l'extérieur. Super. Eh bien, merci à toutes les deux. Je vous encourage à acheter leurs livres qui sont vraiment magnifiques et très riches, à la fois très inspirants et plein d'exercices pratiques également, de repères. Et vraiment, je les adore. Achetez-les en librairie ou dans des magasins ou sur notre site plutôt que sur telle grande plateforme qui ne paye pas beaucoup d'impôts. Inspirez-vous, mettez tout ce que vous avez entendu en pratique dans votre vie, dans votre corps, et que ça ne reste pas dans votre tête. Et je vous souhaite bonne soirée à toutes et à tous. Et Estelle et Emmanuel, si vous pouvez rester juste un petit moment, et je vais Merci à tous. L'enregistrement. Merci, prenez soin de vous. Au plaisir de vous revoir. Ouais.